Bonjour, bonsoir à tous, c'est avec plaisir que nous lançons une nouvelle émission aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons traiter de plusieurs sujets importants, notamment l'affaire de l'ancien député Arnel Belizère. Celui-ci affirme avoir été kidnappé, une déclaration qui a provoqué de nombreuses réactions, en particulier à cause d'une vidéo où l'on voit des agents de l'immigration courir après des Haïtiens qui finissent par se paraître blessés. Malgré cela, l'individu surnommé Barbecue a tenu à s'exprimer à Samuel en avançant une logique selon laquelle une victime cherche parfois à faire d'autres victimes. Ce genre de message est perçu comme un avertissement indirect à Samuel, lui suggérant de faire attention à ses décisions et aux situations auxquelles il est confronté. Samuel et son équipe ont bien reçu le message qu'ils prennent comme un conseil pour être plus prudents. Nous parlerons également de l'arrestation de plusieurs individus considérés comme proches du mouvement Vivre Ensemble, qui seraient affiliés à des groupes armés posant problème dans le pays. Le cas d'Arnel Belizère reste troublant. Il prétend avoir été enlevé, sa famille aurait payé une rançon et il a fini par être libéré. Il accuse les forces de l'État, d'être derrière cet enlèvement. Pourtant, selon certaines sources, c'est une femme l'ayant dénoncé à l'hôtel qui aurait déclenché son arrestation. Ce dossier soulève des questions sur le fonctionnement de la justice et des forces de l'ordre en Haïti. Même si une personne affirme avoir été victime d'un enlèvement, elle peut être arrêtée par la suite, car personne n'est au-dessus de la loi. Ce que nous voyons aujourd'hui en Haïti, c'est un chaos où les gens vivent dans l'insécurité totale. Des événements tragiques se succèdent. Des femmes enceintes sont expulsées, accouchent dehors et certaines en meurent, tandis que leurs bébés survivent. D'autres vidéos montrent des scènes bouleversantes où des Haïtiens sont traités comme des esclaves, que ce soit en Haïti ou en République dominicaine. Cela soulève une indignation profonde, mais personne ne semble vraiment agir pour protéger les droits de ces personnes. Même lorsqu'on parle de paix ou qu'on lance des appels à l'unité, il semble que ceux qui contrôlent réellement la situation, les groupes armés, ceux qui manipulent le système, refusent de lâcher prise. On entend des déclarations disant « faisons la paix », mais sur le terrain, ce sont les manipulations, les arrestations arbitraires, les humiliations qui continuent. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le peuple haïtien ne peut pas vivre en paix avec lui-même. En République dominicaine, des vidéos choquantes montrent les brutalités infligées aux Haïtiens par les forces de l'ordre, notamment des femmes en détresse. Des images montrent des agents frapper des migrants, utiliser la force de manière excessive. La situation est si grave que certains appellent à cesser tout lien avec ce pays, où les autorités semblent ne pas reconnaître la dignité des Haïtiens. Et pourtant, le gouvernement dominicain a récemment présenté des excuses tout en fixant le visa pour les Haïtiens à $100, ce qui est contradictoire. Certains estiment que si Haïti avait un État fort, les ressortissants étrangers, y compris les Dominicains, auraient aussi besoin d'un visa pour y entrer. Mais aujourd'hui, Haïti est un pays sans défense, sans structure solide. Cela fait des années que la population souffre et malgré tout, elle reste debout, tente de vivre sans les conditions minimales pour une vie digne. Il est temps de réfléchir à ce que nous voulons construire. Si nous continuons à nous diviser, à nous autodétruire, là, alors le pays ne pourra jamais se relever. Il faut que la population s'unisse pour exiger une vraie gouvernance, pour refuser la manipulation et la répression. Car jusqu'à présent, c'est toujours le peuple, les innocents, qui paient le prix fort, pendant que les véritables responsables restent intouchables. Nous-mêmes, en tant que citoyens, devrions prendre la parole pour dire un mot en faveur de notre pays, Haïti. Chaque influenceur, qu'il soit sur Facebook, YouTube ou TikTok, devrait pouvoir prendre 1 minute dans ses contenus pour évoquer la situation du pays. C'est vrai que parfois, ceux qui prennent position ou qui sont en difficulté sont aussi ceux qu'on critique ou insulte, mais il est important d'envoyer un message, même petit, car si chacun le fait, cela peut créer un impact significatif. Un seul message peut en inspirer 1000 autres, pouvant atteindre les autorités, la police ou même les groupes armés, pour proposer des solutions afin de reconstruire le pays. Actuellement, Mirbalais a interrompu l'alimentation électrique dans plusieurs zones, dont une partie de Port-au-Prince. Cela a plongé plusieurs quartiers dans le noir. Cette coupure semble être une forme de pression ou de stratégie liée aux tensions croissantes entre groupes armés et autorités.
Dans ce contexte, l'État peine à reprendre le contrôle face aux gangs lourdement armés qui mènent régulièrement des attaques pour repousser la police et asseoir leur domination. Des informations indiquent que certains groupes se préparent à attaquer ou à renforcer leur position à Las Carobas et ses environs. Des véhicules se déplacent, des armes et des munitions circulent. Cette situation aggrave l'insécurité et certains habitants commencent à fuir. La coupure d'électricité généralisée pourrait être utilisée comme une forme de guerre d'usure. On s'interroge, à qui cela profite-t-il vraiment? Est-ce à ceux qui cherchent à faire tomber l'État ou à ceux qui souffrent chaque jour dans les quartiers privés de services de base? Le chaos s'installe, Las Carobas devient un point névralgique où des affrontements pourraient éclater à tout moment. Il est à le rapporter que certains responsables ont déclaré que s'il n'y avait pas de retrait de certains groupes, ils prendraient eux-mêmes les choses en main. Mais les civils sont les premières victimes de ce désordre. Il est urgent de prendre conscience. Le pays est à la dérive. La population vit une misère extrême, tandis que les autorités, les politiciens et certains groupes armés semblent jouer chacun leur propre jeu. Ce n'est qu'en s'unissant au-delà des divisions sociales qu'un vrai changement pourra avoir lieu. Il faut cesser de vivre dans la confrontation perpétuelle et commencer à agir ensemble pour la paix et la reconstruction du pays. Il ne s'agit pas d'une vraie bataille pour le contrôle du territoire, mais d'une manœuvre pour éviter l'affrontement. Car en réalité, tout est écrit noir sur blanc. Mirbaleos est censé être contre l'autre camp. Pourtant, Baal a été livré. L'État affirme qu'il aurait été livré, mais dans les faits, c'est Baal qui a été pris. Beaucoup de gens à Las Carobas sont traités de membres de gangs, tout comme ceux de Bada. Pourtant, ceux de Backfair sont qualifiés de gangsters. Alors on se demande, ces gens font-ils un choix de vie? Font-ils ce choix pour survivre ou pour gagner de l'argent? Car dès qu'ils sont en lien avec des bandits armés, il ne s'agit plus seulement d'un choix personnel, mais d'une complicité. Ils n'ont pas de revendication claire sur un territoire en particulier, mais ils ont fait ce choix, et ce choix peut avoir des conséquences à l'avenir. Même si, sur le moment, ça semble fonctionner, ce choix peut engendrer des conflits entre les trois communes concernées, Las Carobas, Beader et Baal. Dans Baal, on observe une résistance réelle, même de la part de grandes figures locales qui ont participé à la reddition de la zone. Mais ceux qui se battent encore sont ceux qui se battent pour la dignité, et ils sont clairement en infériorité numérique. Lorsqu'on demande de l'aide aux autres communautés, celles-ci répondent « Nous ne sommes pas encore prêts ». C'est donc la raison pour laquelle, pour l'instant, certains préfèrent ne pas provoquer. Et pourtant, ceux qui sont descendus l'ont fait pour mettre en place leur activité. D'après les déclarations, ils sont venus imposer leur propre ordre. La classe de Bada semble donc chercher à établir sa domination sur Las Carobas. On peut se demander si les vidéos diffusées sont anciennes ou récentes. Mais même si ce ne sont que de simples étincelles dans un baril de poudre, cela montre que tous ces groupes sont bien armés et structurés. C'est ce qui rend la situation explosive. Et dans tout cela, c'est toujours la population civile qui paie le prix fort. La Banque interaméricaine de développement, BEOD, intervient à travers deux grandes fenêtres de financement. Une publique qui soutient des secteurs sociaux essentiels comme l'éducation, la santé, les routes, l'achat de la jeunesse, et une fenêtre privée destinée à appuyer les entreprises privées. Actuellement, la priorité est donnée à cette seconde dimension, car le financement privé est freiné par de multiples crises sécuritaires, sanitaires, économiques. Dans un pays qui connaît une contraction économique depuis 6 années, cette situation économique affecte profondément les familles. Dans un pays où plus de 60% de la population a moins de 30 ans, il est donc crucial de relancer la création d'emplois dont la majorité est générée par le secteur privé. Pour cela, il faut non seulement des financements, mais aussi des idées, d'eau et des projets solides. La récente mission de la BID comprenait plusieurs visites clés, notamment à l'hôpital Justinien, à des écoles financées par la BID à Côte-Vie, qui emploient actuellement 15 000 personnes, et au parc industriel de Caracol, autrefois dynamique avec 12 000 emplois, mais réduit aujourd'hui à moins de 3 000. Ces constats ont conduit à des discussions approfondies avec le gouvernement haïtien
haïtien pour relancer l'emploi dans ces zones. À l'issue de ces échanges, la BIDD s'est engagée à mobiliser 243 millions de dollars pour la période 2025 à 2026, dont 140 millions déjà alloués pour 2025. Une enveloppe de 125 millions est réservée à un projet d'eau et d'assainissement destiné à plus de 130 000 foyers. En parallèle, le projet de réhabilitation de l'hôpital Justinien, initialement estimé à 85 millions, verra son budget porté à 100 millions de dollars. Malgré la crise sécuritaire qui paralyse Port-au-Prince, d'autres régions comme le nord d'Haïti demeurent des zones d'opportunité, notamment dans les domaines agro-industriels, touristiques ou encore infrastructurels, avec des projets pour renforcer les aéroports. Enfin, cette visite de la BSI a permis un moment de réflexion sur les enjeux de développement, non seulement pour Haïti, mais en comparaison avec d'autres pays de la région, Brésil, Chili, Argentine, qui ont su améliorer les conditions de vie grâce à des stratégies similaires. Cela renforce la nécessité pour le gouvernement haïtien de continuer à plaider pour davantage de financement, avec une vision à 5 ou 10 ans. Le Cap haïtien a accueilli la cérémonie officielle de la fête du drapeau, avec une levée solennelle des couleurs et un défilé comprenant fanfares et majorettes. Ces activités sont organisées sous l'égide du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et sur instruction de la présidence. Le choix du Cap haïtien, deuxième plus grande ville du pays et symbole d'hospitalité, reflète une volonté de décentraliser les célébrations nationales traditionnellement centrées sur Port-au-Prince. L'objectif est de faire en sorte que les 10 départements du pays se sentent concernés par les grandes dates nationales. Ainsi, chaque département a organisé des festivités avec des défilés, des activités sportives et culturelles, ainsi que des distributions de matériel pour les jeunes. C'est une grande mobilisation nationale coordonnée à travers les directions départementales et les fédérations sportives. Parallèlement, le gouvernement a annoncé 2 décrets. Le premier crée une commission chargée de lutter contre la violence non accidentelle dans le sport. Cette commission a un mandat de 6 mois pour collecter, analyser, proposer des mesures concrètes aux choses à l'exécutif et réduire cette violence. Le second point important concerne la proclamation du 15 juin comme journée nationale de l'activité physique et du sport. Cette date a été choisie en concertation avec les fédérations et associations sportives du pays. À l'image de nombreux autres pays, Haïti souhaite désormais avoir sa propre journée dédiée au sport, à la jeunesse et au volontariat. Le ministère et ses partenaires espèrent que cette journée deviendra un événement annuel national. Enfin, des remerciements ont été adressés à toutes les institutions, ministères, jeunes, associations et journalistes ayant participé à ces projets patriotiques. L'objectif global est de reconstruire une conscience nationale, de renforcer l'unité et de promouvoir la paix à travers des actions citoyennes décentralisées et inclusives. Ces derniers temps, la situation est devenue très difficile, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont les plus touchées par la crise actuelle. Beaucoup ont dû fermer ou licencier leurs employés, ce qui a considérablement affaibli la classe moyenne dont nous faisons tous partie. Il est donc important de comprendre que cette classe moyenne regroupe ceux qui gagnent entre 400 et 4000 dollars américains par jour, des personnes qui ont un petit commerce, un emploi ou qui ont tout perdu à cause de la crise. Notre priorité, c'est de mettre en place des mesures pour leur permettre de relancer leurs activités, de soutenir leurs familles et de retrouver un quotidien normal. Cela fait partie intégrante de notre budget rectificatif, même avec peu de moyens. Nous cherchons à redémarrer ces entreprises, à faire revivre ces familles, à leur redonner espoir et à apporter un sourire sur leur visage. Dans le contexte actuel, marqué par une crise énergétique à Port-au-Prince, notamment avec les coupures de courant dues aux tensions à Mirebalais. Il est crucial de garantir l'accès à l'électricité qui est souvent utilisée comme moyen de pression. Ce n'est pas acceptable que des groupes armés plongent une ville entière dans le noir pour faire valoir leurs revendications. Cela met en danger la sécurité et la vie quotidienne de la population. Le gouvernement travaille donc sur 2 axes. Rétablir la sécurité, notamment dans les zones résidentielles menacées comme Canapé Vert. Offrir un soutien fiscal et financier aux entreprises afin qu'elles puissent recommencer à travailler et ainsi revitaliser les centres urbains et les zones détruites.
Il s'agit d'une lutte globale pour la paix, pour la reconstruction et pour la dignité. La mobilisation ne concerne pas que les autorités, mais aussi la population, les médias et la société civile. Chacun doit apporter sa contribution pour faire renaître le pays. Enfin, à l'occasion des célébrations du 18 mai, fête du drapeau, le gouvernement prévoit un ensemble d'activités dans les 10 départements avec un budget de 300 à 400 millions de gourdes. Ces actions ne visent pas uniquement à commémorer une date, mais à raviver l'unité nationale en incluant tous les secteurs, de l'université à la jeunesse, en passant par les structures communautaires.